Et après, on a eu des business angels qui nous ont contactés. J'ai le fondateur d'Allociné qui m'a contacté un jour. Ouais, c'était une histoire assez marrante. Je m'excuse encore auprès de Jean-David Blanc qui m'a contacté un jour où j'étais en méga rush parce que du coup, évidemment, je faisais tout le support client. Et t'imagines bien que le support client, tu lui envoyais des trucs, la poste, le truc arrive pas. Enfin bon, c'était une horreur logistique. J'allais en plus moi-même imprimer les trucs au départ. Enfin, c'était horrible. C'était vraiment un truc, une expérience vraiment atroce. Et parmi tous les mails, etc., je reçois un mail de Jean-David qui me dit je suis intéressé et tout pour vous rencontrer, etc. Et moi, j'avais pas le temps. Du coup, je l'ai un peu bâché. Je lui ai dit ah non, vous êtes qui et tout machin, etc. Il me répond je suis fondateur d'Allociné. Et bref. Et ça pour dire que faire hyper gaffe. Chaque mail envoyé, l'importance du service. Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié au meilleur du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Martin Daniel, Data Science Manager chez Airbnb. C'est une longue et passionnante interview que je vous propose de découvrir en 2 parties. Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons parler de son projet Data for Good, de ses conseils aux startups françaises pour bien monter une équipe de Data Science, de son expérience entrepreneuriale notamment avec Y Combinator, ou encore de ses gros coups de cœur avec notamment Tomorrow. Là aujourd'hui, tu es manager. Ouais, je suis manager. Alors, est-ce que tu ne passes ton temps qu'à manager ou est-ce que tu es aussi hands-on ? Ouais, alors ça c'est une super question et c'est compliqué. Alors en fait, ton temps entre individuel contributeur et manager, en fait, c'est toujours une question. Ouais, c'est toujours une tension un peu compliquée parce que je pense que tu vois, ce que j'adore, c'est être les mains dans le cambouis et tu vois et essayer de. C'est ce que je comprends. Tu vois, non mais il y a un côté très jouissif, tu vois. Il y a toujours ce truc où tu commences un nouveau set de données et puis tu vas explorer et puis tu sais pas encore ce qu'il a à te dire et puis tu vois il y a un truc qui est quand même assez passionnant là-dedans quoi. Et donc ouais, parfois ça manque. Alors là en fait le fait que je sois rentré en France parce que c'est assez récent depuis un mois fait que je fais beaucoup plus de IC de taf individuel contributor parce que je suis en remote quoi, tout simplement parce que je dépends toujours des équipes san-franciscaines et donc effectivement je fais plus de IC quoi. Mais tu vois au moment donc plus d'opérationnel. Beaucoup plus Et t'as laissé ton équipe Ouais, et du coup j'ai laissé mon équipe à San Francisco que j'ai fait une passation si tu veux à un autre manager. Je suis toujours impliqué si tu veux avec eux mais tu vois en fait j'ai pris la décision que c'était quand même compliqué de manager une équipe avec 9 heures de décalage horaire. Donc voilà, donc c'était je pense que c'est possible, je pense que c'est faisable mais voilà, je sais pas si c'était mieux pour l'équipe. Si c'est pas trop indiscret, c'est quoi qui a motivé ta décision de revenir en France ? Alors très simplement ma femme. Ouais. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Non mais en fait très simplement si tu veux je pense que voilà, elle trouve un job ici et est heureuse ici. Elle est galeriste. Elle travaille dans l'art, tout à fait. Elle est. On peut citer son nom. Ouais, bien sûr, Jeanne Barral. Elle est commissaire d'exposition indépendante et précis. Précis. Et elle organise des expositions et elle travaille également à la galerie Kamel Menour, qui est une galerie parisienne où elle dirige la communication et la presse. Et elle vient d'avoir un podcast d'ailleurs assez marrant sur le bruit de l'art, voilà, qui est quelque chose que je trouvais. Je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Oui, bah, bien sûr. Incroyable, mais comment tu as... Bah, parce que je fais les recherches. T'es balèze, hein. Assidu. Mais ouais, non, mais hyper intéressant. Ouais. Vous décidez de rentrer. Ouais. Comment tu te projettes dans ton job chez Airbnb ? Ouais, alors c'est pas évident hein, parce que les décisions sont quand même très centralisées au sein d'Airbnb, tout se passe à San Francisco. Et en même temps, si tu veux, après 3 ans, tu vas passer là-bas, où j'étais promu plusieurs fois, etc. Je pense que tu vois, j'ai la confiance, tu vois, des équipes, tu vois, américaines. Je pense qu'il y a un truc intéressant à faire en France. Ça, je pense qu'il y a, je te parlais de la complexité de recruter, si tu veux, ouais. Tu vois, aux États-Unis. Je pense qu'il y a un marché, tu vois, qui se développe en France. Je pense qu'Airbnb a une super opportunité pour ceux qui veulent faire de la data science. Donc moi, j'aimerais bien, si tu veux, développer une équipe, tu vois, en France. Je sais pas si c'est possible. Je pense que c'est, tu vois, c'est encore de la négociation en interne ou Ouais, je pense que c'est la négociation. Je pense que c'est pas forcément. Et puis je sais pas si ça sera la stratégie de la boîte, tu vois. C'est simplement. Et donc. Mais pourquoi pas. Le bureau français, c'est combien de personnes ? C'est une quarantaine de personnes. Petite équipe ? Ouais, c'est une petite équipe comparée aux milliers de personnes. C'est combien à San Francisco ? Alors, je crois que j'ai même pas les chiffres, mais il me semble que c'est autour de 2000 peut-être. Et D'accord. puis après, dans le monde, on va être, je sais pas, peut-être 4000 ou 5000. Je sais pas. L'ambition, c'est de développer, si possible, une équipe data scientist à Paris. Alors à Paris ou dans le monde, hein, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses. Moi je pense qu'il est possible de développer en fait une équipe en fait dans le monde, décentralisée, ouais, et qui si tu veux évoluerait dans le
qui auraient l'œil terrain de ce qui se passe dans les marchés, parce que tu peux pas tout savoir de ce qui se passe en France quand tu es de San Francisco, et la même chose que tu peux pas savoir ce qui se passe à Tokyo. Tu peux avoir des idées, mais si tu veux, je pense que c'est important d'avoir cet œil, tu vois, régional et de travailler main dans la main, quoi. Ouais, je voulais te demander justement, vu que en fait vous scalez les méthodos qui permettent de comprendre ce qui se passe sans y être. Ouais, complètement. Donc tu reviens. Exactement. Ouais, mais je pense que c'est assez limite, quoi. Ça, je pense que tu vois, tu dois aussi tu peux faire des choses de façon complètement automatique, et puis tu peux essayer de développer quelque chose qui est main dans la main, avec des équipes opérationnelles qui sont sur le terrain, qui comprennent ce qui se passe. Et souvent d'ailleurs, c'est là où tu trouves les idées. Hein. Très très souvent, ce qui se passe, c'est que tu trouves c'est intéressant, il y a cette hypothèse. Et puis t'as quelqu'un qui est market manager pour, je sais pas, tu vois, le sud de la France, qui a vu ça, qui a discuté avec un autre, qui a eu cette idée. Ah, c'est intéressant. Est-ce que cette hypothèse est vraie? Et puis très souvent, en fait, les idées viennent de là, quoi. Donc c'est important de garder ce truc très proche, quoi. Ouais, vous avez cette culture aussi, toute personne des équipes, de faire du Airbnb et de regarder un peu comment ça se passe en tant que guest. Complètement, ouais, parce que en fait, on a des crédits qui nous sont donnés, donc du coup pour utiliser, tu vois, le produit, quoi, et voir ce qui se passe. Et très souvent, ça te donne des idées, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile au quotidien? Je pense qu'on commence à être une boîte quand même assez grosse, et que c'est compliqué de garder une agilité, tout simplement. Je pense qu'il y a l'inertie, quoi, tout simplement, de l'inertie tu vois, je dirais pas bureaucratique, parce que quand même on trace, quoi, on avance, mais ouais, tu vois, il y a quand même beaucoup de réunions, il y a beaucoup de prises de décision, il y a beaucoup de stakeholders, il y a beaucoup donc ça, parfois, ça peut être compliqué, ouais. D'étapes à valider avant de pouvoir faire? Ouais, d'étapes à valider, mais même de façon de travailler ensemble. Je pense que, tu vois, on fait énormément de projets. Toi, t'es impliqué sur combien de projets, là? Alors en ce moment, tu vois, je m'occupe de la stratégie pour Londres et Paris en data. Je m'occupe de tous les pays émergents, donc tout ce qui est Brésil, Inde, Mexique. Ah ouais. Je m'occupe de sujets très tech, d'infrastructure. Je m'occupe de trucs d'un segment tu vois, une segmentation d'autres. Enfin, j'ai beaucoup de projets. Je dois avoir 5-6 projets un peu en l'air sur lesquels je bosse. Ouais, l'inertie Et ouais, non, et si tu veux, je pense que ouais, je sais pas si on est une boîte. Je pense qu'on est une boîte où les gens sont, tu vois, essaient d'être gentils les uns les autres. Et je pense qu'on a, je pense que notre système d'opération. Alors c'est intéressant parce qu'on a une nouvelle COO, Belinda Johnson, qui est arrivée et qui a, tu vois, un des premiers trucs qu'elle a fait, c'est parler de operating system. Tu vois, elle a défini une espèce de operating system, une cadence de comment prendre comment est-ce qu'on fait des réunions. J'avais créé une app pour mesurer le temps qu'on passait en réunion, en me connectant sur Google Calendar et juste en me montrant, genre, les gars, tu vois, et juste l'évolution. Et moi, c'est intéressant parce que au moment où je passais manager, et c'était dingue. En fait, t'avais mon calendrier, tu vois, qui d'un coup devenait rouge parce que t'avais genre des tonnes et tonnes de meetings. Et ouais, tu vois, c'est l'exemple. Je pense que toute boîte qui arrive à ce niveau-là a ce problème, quoi. C'est compliqué. Même à des plus petits niveaux. Même à des petits niveaux, les réunionités aiguës, c'est l'enfer. Ouais. T'arrives à dire non? Ouais, alors ça, je suis assez balèze pour dire non. Parce qu'en fait, non, et en plus je dis non, et c'est assez. Il y a un mec que j'adore chez Airbnb, c'est Alok Gupta, qui était un des directeurs de Data Science, qui est parti chez Lyft aussi. Mais décidément, Lyft, je peux dire qu'il marche pas mal sur le plat de monde. Ils ont fait une nouvelle levée, là. Ils ont fait une nouvelle levée. 600 millions. Il y a plein de trucs, c'est dingue. Et il avait écrit un blog post génial sur comment dire non au meeting. Et c'était génial parce que tu vois, c'était genre, il disait genre les types de meetings, le type de trucs, etc. machin. Et en fait, c'est une espèce de mode d'emploi de dire non. Et très souvent, en fait, je dis, tu vois, c'est genre, tu vois, les meetings sans agenda, ou les meetings qui servent un peu à rien, ou les trucs, tu vois, où c'est genre, en fait, on pourrait commencer sur un one-pager d'avant, et puis ensuite, facultatif, et puis on se fait un truc. Et très souvent, je dis, non. Et d'ailleurs, je te conseille de regarder. Et du coup, c'est vraiment, c'est naze, mais bon, en même temps, ton temps est tellement précieux. C'est qu'en fait, il faut que tu fasses gaffe tu peux te perdre là-dedans, quoi. Donc, ouais. Réponse automatique. Réponse un peu automatique, ouais. Non, je me sens un peu mal dans le faire, mais ouais. Bah non, mais c'est important. Ouais, complètement. Sauvegarder ton temps, quoi. C'est un truc hyper important. En France, on a beaucoup de startups qui se mettent sur la data, qui essaient, qui recrutent des data scientists. C'est compliqué. Quels seraient les conseils que tu donnes à une startup d'une petite équipe avec quelques data scientists? Ouais. En termes de recrutement ou en termes de recrutement, en termes de mise en place d'une équipe data science au sein d'une startup. Alors, évidemment, t'as pas le contexte du vertical ou quoi que ce soit, mais les bonnes pratiques. De comment tu fais, quoi. Alors, je pense qu'il faut, un peu à l'image de ce qu'on disait sur Airbnb, où en fait, il faut prendre ce problème très tôt, et je pense qu'il faut le faire, et je pense qu'il faut le prioriser parce que c'est une discipline à part, qui a au même titre que l'engineering, au même titre que le design, tu vois, doit avoir sa fonction propre. Donc,
Donc je pense qu'il faut le prioriser. Je pense qu'il faut éviter. Je pense qu'il y a des écueils très clairs, des écueils qui sont, tu vois, le manque de bias to impact, tu vois, ce qu'on disait. Donc le fait de pas être aligné avec, si tu veux, tu vois, les besoins de la boîte, ce qu'on va en faire, etc. Et ça, je pense, c'est important. Créer la fonction un peu brique par brique, tu vois. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on a vraiment bien réussi à faire chez Airbnb. Et tu vois, beaucoup moins chez Uber, par exemple. C'est un truc on sait que Uber, c'est beaucoup plus compliqué en termes d'infrastructure et de data engineering. Il y a une pyramide géniale de Monica Rogati, qu'on peut regarder sur Internet, qui donne un peu les étapes clés de comment est-ce que tu construis, tu vois, une bonne équipe data, tu vois, dans une boîte, quoi. Et tu commences par des trucs très simples qui sont juste collecter la donnée, la structurer, commencer par là, juste faire en sorte que tu vois, et des trucs très très simples, tu vois, mais juste déjà, est-ce que tu arrives à mesurer des trucs aussi simples que tu vois, nombre de visiteurs sur ton site, nombre de clients, etc. Et tu peux être surpris à quel point c'est facile de mess up ce truc, parce que bien sûr, tu vois, très rapidement en fait, je me souviens de boîtes et tu vois, et après petit à petit, tu avances, etc. Moi je suis partisan tu peux répondre 80% des problèmes avec des données bien structurées et potentiellement si tu veux une régression mais pas plus, voilà, et qu'après, et enfin si tu veux vraiment être déjà hyper avancé, mais tu vois, nous on commence à faire vraiment du machine learning, machin, etc. mais tu vois, ultimately, tu peux faire du machine learning ou des trucs plus avancés, etc. Mais commence par les trucs pas shiny, commence par les trucs qui sont tu vois, fondamentaux, et de structurer tes données, etc. Et ça c'est un job. On en parle assez rarement. On parle souvent de, tu vois, machine learning, machin. Il y a la reconnaissance visuelle, tout ce que tu veux, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en fait, les boîtes sont complètement à l'arrache sur des trucs aussi basiques que mesurer tes unit economics, mesurer combien de chiffre d'affaires tu fais, comment est-ce que tu peux lier ça avec ton web, etc. Et ça, c'est un truc, qui est assez compliqué, quoi. Et dernier point, pardon, l'internaliser, parce que je pense que c'est un truc que tu veux pas outsourcer. Alors, je pense que ça va pas faire plaisir, hein. Tu vois. Mais ça dit 55, c'était ça aussi. L'idée, c'était de dire, on va vous aider, puis ensuite on va vous donner, on va vous former, et l'idée que c'est que vous le fassiez ensuite, vous soyez pas dépendant. C'est essentiel, c'est un truc, c'est tellement clé qu'il faut que si la donnée va jouer un rôle important dans ton business, il faut que ce soit structuré de telle façon. Ouais, c'était un point. C'était un point que je lisais justement, comment devenir data scientist, etc. Et le parti pris était de dire, va dans une boîte, si tu veux être data scientist, va dans une boîte où la data est au cœur du business. Complètement. Mais ça, je pense que c'est vrai pour n'importe quel conseil de job, hein. Ça, je pense que du coup, tu veux aller très compliqué. Je trouve dans des quand t'es pas au cœur de la machine, c'est dur, quoi. Ouais. C'est dur parce que t'es pas priorisé. Et oui, pour revenir sur ce que tu disais de partir des bases et des fondamentaux, la problématique des startups, c'est quand elles sont en phase d'hypercroissance, on fait la moitié des trucs à l'arrache et on verra après. Complètement. Ouais, non, bien sûr. Et c'est ce qui fait que tu construis sur des mauvaises pratiques, quoi. Et je pense que Airbnb, ce qui a été très balèze, c'est d'avoir d'avoir su recruter, d'avoir su former. Enfin, tu vois, on a des PM maintenant data infra qui sont hyper balèzes. Tu vois, James Mayfield, tu vois, des gens dont on parle pas vraiment, mais tu vois, James Mayfield qui a été un de ceux qui a vraiment créé Aaron Keys, qui sont des gens en fait chez Airbnb, qui ont vraiment créé, si tu veux, l'infrastructure qui a permis ensuite, tu vois, qu'on dépenser du temps, tu vois, et vraiment beaucoup de ressources pour dire, attendez, là, en fait, il faut qu'on crée cette infra parce que là, on va se prendre, tu vois, x10 en scale, et donc il faut absolument qu'on investisse vraiment sur cette infrastructure et qu'ensuite on se développe, quoi. Et ça, c'est entendu par le senior management. Ouais, mais ça, c'est, après, très honnêtement, c'est qu'une question de ressources et de priorisation, quoi. À quel point est-ce que tu mets le curseur là-bas? Et après, tu vois, je comprends si la donnée, si en fait ton truc, tu vois, finalement, ton truc, en fait, c'est pas vraiment de mesurer, qu'en fait, t'as un business qui est différent, etc. Bon, je comprends que t'es optimisé là-dessus, mais si vraiment c'est ton business, il faut que ce soit une fonction clé et que t'investisses très tôt, quoi. Tous ces conseils, tout ce retour d'expérience-là, est-ce que, maintenant que t'es de retour à Paris, tu comptes en faire profiter d'autres, organiser des meet-up ou faire du conseil? Alors, c'est marrant parce que ça se fait de façon très, très organique. Tu m'as invité, c'est hyper sympa, tu vois, venir sur ce podcast, et s'il y a des gens, tu vois, qui veulent en discuter, etc. Alors, c'est marrant parce que tu vois, j'ai mis un petit peu sur LinkedIn et je compte même plus le nombre de boîtes et de trucs, etc. qui demandent de venir discuter avec eux. Comment on peut te joindre? Très simplement sur Twitter. Twitter, Martin Daniel 4, c'est mon handle sur Twitter. Je suis assez open. Si on veut prendre un café avec moi ou si on veut discuter de data, etc. Je le fais avec plaisir. Mais ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent ces questions et tu vois, il y a un fonds important VC qui m'a contacté parce qu'ils cherchent des talents, tu vois, pour leur boîte, etc. Et ça tire, quoi. Donc si vous êtes dans le business, etc., vous voulez changer de carrière, vous voulez vous former, etc., allez-y, parce qu'il y a tellement d'opportunités, quoi. Data for good, ça m'intéresse. Ouais.
Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, où vous en êtes? Ouais, complètement. Alors, Data for Good, c'était un peu inspiré par une phrase de Jeff Hammerbacher, qui a été toujours une espèce de bonhomme qui m'a vachement inspiré. Donc Jeff Hammerbacher, pour la petite histoire, c'était ancien head of data de Facebook, qui a créé ensuite Cloudera, qui était donc une solution, tu vois, qui est utilisée par à peu près toutes les boîtes maintenant qui font du big data, qui maintenant a créé Hammer Labs, qui est un projet absolument fascinant au sein du Mount Sinai, donc un hôpital à New York. Et Hammer Labs qui fait de détection de cancer en se basant sur tu vois la détection de sur l'utilisation de données, etc. Il avait une phrase qui était géniale, qui était de dire the best minds of my generation make people click more on ads, tu vois, un truc genre, et il disait and that sucks, tu vois, pour dire en gros genre putain, en fait le seul truc qu'on fait les gars, c'est qu'on optimise les pubs. Et je veux dire, très honnêtement, c'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Aussi, et après c'est tu vois, je pense qu'il y avait un débat génial sur Hacker News sur le sujet, parce que je pense que c'est vrai. Je pense aussi que la publicité, Yahoo, c'est ce qui a donné naissance à Hadoop, et ce qui a aussi donné naissance à d'autres initiatives qui aujourd'hui sont tu vois, applicables dans d'autres magasins. Oui. Mais l'idée c'était ça. L'idée c'était de dire, il y a des bonnes pratiques, tu vois, qui se font, tu vois, que maintenant j'ai appris chez Airbnb, etc. Et est-ce que tu peux pas appliquer ça pour d'autres causes qui n'ont pas forcément les ronds, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui pourraient bénéficier de cette initiative-là, quoi. Et donc on a commencé par développer. Donc c'était une idée que j'avais, quoi. Et donc j'ai créé un meet-up et un mouvement qui a en fait vachement qui a été suivi, qui a ensuite donné lieu à plein de choses. Et j'ai commencé par bosser sur un projet avec des potes qui était le problème de la Croix-Rouge. Donc on a rencontré le directeur donc du coup CTO de la Croix-Rouge, Laurent Monet, qui avait un problème en fait intéressant. C'était au moment du rapport Garot, qui était donc le rapport Garot, c'était l'obligation pour les supermarchés de distribuer gratuitement leurs invendus, tout à fait, à des associations, et qui crée un problème logistique. C'est un truc qui était intéressant, un problème logistique absolument énorme pour les associations qui n'avaient pas les moyens d'aller récupérer, tu vois, les invendus, quoi. Et donc on se disait, alors c'est un problème qui est extrêmement complexe, qui est pas du tout, tu vois, dont j'ai absolument pas la prétention d'avoir résolu quoi que ce soit, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que la Croix-Rouge collectait des tonnes d'infos sur la distribution alimentaire. En fait, ils ont, si tu veux, ils ont l'obligation légale par l'Union européenne, qui par ailleurs leur coûte un blé fou parce qu'ils ont investi dans un système d'information pour collecter ça. Mais du coup, tu as à l'unité du panier donné, si tu veux, par localité, donc par centre de Croix-Rouge, etc. Qu'est-ce qui a été donné, qu'est-ce qui est demandé, etc. T'as tout un tas de données qui sont collectées. On en a aucune idée, hein. Et t'en as aucune idée, évidemment, tu vois. Mais c'est un truc, tu vois, en discutant avec Laurent Monet, il m'explique ce truc, je suis complètement fasciné par ce problème, mais c'est dingue et tout, il y a plein de trucs à faire et ça. Et donc on s'est dit, tu vois, il y a un problème génial à craquer, où on pourrait imaginer un système logistique, où est-ce que tu peux pas collecter les invendus, tu vois, des supermarchés, collecter ça avec tu vois, des données de Croix-Rouge, etc. Et donc on a créé ce mouvement. C'était combien de temps? Ça c'était il me semble 4 ans, 3 ou 4 ans. C'était avant de partir à San Francisco, quoi. Et donc voilà. Et donc en fait, on a commencé par créer des meet-up et de créer des équipes, etc. Et j'étais absolument fasciné par l'engouement de ce qu'il y a eu, parce que rapidement on est monté à je sais plus combien, il y avait 1500 personnes sur le groupe meet-up. Le truc était, tu vois, plein à rabord à chaque fois dans un événement. Tu vois, et t'avais une espèce d'engouement génial, etc. Et donc ça c'était un peu le premier projet, et j'ai passé la main en rencontrant Paul Duhan, donc qui a créé l'ONG Base Impact, qui était assez si tu veux dans ces thèmes-là, et donc on a fusionné un peu nos initiatives, et aujourd'hui c'est Data for Good, ça a été repris par notamment Frédéric Bardol, qui s'occupe de ça, qui a fait le démodé de Data for Good, qui maintenant a un peu une espèce de logique d'incubation. Donc l'idée c'est que tu viens pitcher, donc le prochain pitch sera en septembre, et la fonction c'est des associations ou des causes, en fait, tu vois, pitch leur projet en disant, mon problème c'est ça, j'ai telle donnée et j'ai besoin qu'on m'aide. Et puis, tu as des data scientists qui se mettent en groupe. Tu as 2 mois de travail, de façon, tu vois, où Data for Good aide, et ensuite, ça culmine par une présentation d'un projet. Et donc là, il y a eu 6 projets qui ont été présentés mardi dernier, avec des trucs, enfin, ça va dans tous les sens, mais tu vois, c'est absolument passionnant. Là, il y avait des trucs sur l'AP-HP qui, donc les hôpitaux de Paris, qui du coup mettent en commun leurs données pour la prédiction de la mortalité des patients qui sont admis en critical care. Et donc l'idée c'est de créer un truc en utilisant, tu vois, des données sur est-ce que tu peux dire par rapport au signes vitaux, par rapport au truc, etc., de mettre en commun les données, qui est un truc qui se fait pas du tout aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de prédictif, tu vois, médecine, etc. Ouais. Qui est un problème très très complexe, hein. Je sais pas si la fois qu'on arrivera, mais tu vois, déjà il y a ce projet-là. Un projet génial qui s'appelle 404, que j'invite à regarder, sur le redécoupage de la carte électorale. Il faut savoir que les circonscriptions de la carte électorale actuelle
vont être redécoupés. Donc on va passer à 404, d'où erreur 404 qui est un peu circonscription. Si tu vas à partir de septembre, etc. Choisissez vos noms. Choisissez vos noms, exact. Mais donc il y a un problème assez fascinant qui est assez similaire au problème du gerrymandering, qui est le problème aux US. Tu sais que tu as aux US, tu as le découpage de la carte électorale qui est fait par les partis qui sont au pouvoir, qui fait que tu favorises. C'est pour ça que tu as c'est pour ça que tu as, par exemple, si tu regardes une carte carte électorale du Texas, c'est complètement dingue, parce qu'en fait, ils évitent Austin pour faire en sorte que tu aies plus de voix, que ça pondère plus pour les républicains. Enfin, c'est une espèce de scandale, etc. Et ce même redécoupage va se faire à la rentrée par le gouvernement en place. Et donc, il faut savoir que tu as un rapport il me semble que c'est à 3, c'est-à-dire que tu as la commune la plus importante à 3 fois plus. Ah bon? Ouais, de votants que, donc tu as des inégalités importantes, par exemple, entre, tu vois, Saint-Denis et Neuilly. Enfin, tu vois, qui sont hyper importantes, où la Lozère a beaucoup moins de votants que d'autres circonscriptions. Ouais, mais ça, c'est juste la densité de population. Ouais, mais alors, du coup, la question, c'est, oui, mais pourtant, tu as la même représentation. C'est-à-dire, tu as un même député. Et donc, du coup, la question, c'est comment est-ce que tu peux créer un découpage électoral qui est plus, juste. Et alors là, du coup, c'est hyper intéressant. Du coup, ils avaient plein de modèles. Alors, c'était complètement data-driven, tu vois. Mais bon, tu vois, mais l'idée, c'était de dire, si tu veux faire un découpage, tu veux complètement égalitaire en termes de population, voilà une carte. Si tu veux faire égalitaire plus le nombre de voix, voilà d'autres cartes. Et donc, en fait, ils font des simulations et mais ça, ils le proposent à qui après, du coup? Aux députés. Donc, aux députés. Ils travaillent avec des assistants parlementaires. Et donc ils ont des amendements tout rédigés. Tu vois, le projet est absolument génial, quoi. Et c'est exactement un projet dans lequel tu as des données, dans lequel tu peux avoir un impact social. Il faut savoir quand même que le découpage de la carte électorale, c'est absolument pas transparent comme truc. C'est-à-dire que c'est un truc qui va être réglé par le ministère de l'Intérieur, qui peut avoir un impact énorme sur, tu vois, le vote, le vote d'après. Et c'est pas tellement, tu vois, et l'idée c'est de faire un truc transparent, quoi. Parce que tu vois, En Marche va être au pouvoir et va dessiner, si tu veux, la carte électorale qui ensuite peut avoir un impact. Et je dis pas que, tu vois, forcément c'est mal, mais c'est un système politique qui est ce qu'il est, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une idée, tu vois, c'est un truc qui a été fait avec et puis il y a eu plein d'autres projets qui étaient aussi assez intéressants. Comment on peut se renseigner? Dataforgood.fr, tu peux aller voir les projets qui ont été réalisés, tu peux voir et tu peux t'inscrire pour la prochaine session. Et n'importe quel data scientist peut, ou personne qui souhaite Complètement, c'est ouvert à tout le monde. C'est ce qui fait que c'est un projet aussi assez excitant, parce que du coup, pour plein de gens qui veulent parler des conseils pour, tu vois, si t'as envie de débuter, c'est un très bon moyen de te mettre le pied à l'étrier, de travailler sur un problème en équipe et de faire un truc qui a du sens, quoi. Donc c'est cool. Tu vas te remettre dessus ou pas? Ouais, je pense que je vais me rebosser dessus. Alors après, un des trucs que j'ai appris dans ma vie, c'est focus. c'est d'arrêter de faire 10 trucs à la fois. Donc je sais pas à quel point je peux. Mais oui, je pense que je vais aider Fred et toute la clique. Il y a des sujets qui m'intéressent pas mal. Ouais. C'est top. On peut parler un peu de ton aventure entrepreneuriale? Tu veux qu'on parle de texto? Ouais, si tu veux. Ouais. C'est un peu en décalage, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Pourquoi texto? Alors texto, c'était un peu un truc marrant qu'on bidouillait, qui a un peu commencé comme une blague avec un ami qui s'appelle donc Mathieu. Et c'était un peu inspiré d'une espèce d'idée que j'avais, qui était de dire que en fait on échange des histoires sur nos téléphones par tu vois, aujourd'hui moi j'ai des WhatsApp avec ma famille, et en fait ces WhatsApp, ça devient une espèce d'histoire. Mon frère vient d'avoir un enfant, et tu vois les images, l'histoire de, tu vois, de comment est-ce qu'ils ont eu ce bébé, les débuts, etc. L'album familial. C'est l'album familial en fait de ce truc-là. Et c'était intéressant d'ailleurs quand le fondateur de WhatsApp, Yann, que j'ai déjà rencontré, parlait de ce truc-là. Il disait, mais moi Snapchat c'est l'inverse pour moi. C'est en fait pour moi en fait là-dedans il y a ma mémoire de ce que j'ai avec ma copine, avec et donc bref, donc on pense, et d'ailleurs je le pense toujours, qu'il y a un pouvoir émotionnel hyper fort dans les histoires que tu racontes par SMS. Par les premiers SMS que tu as eu avec, tu vois, ça peut être un couple, ça peut être, tu vois, une histoire d'amitié, etc., quoi. Et nos téléphones sont un peu des espèces de récipients, t'as une espèce de sédiment, si tu veux, de ces textos qui sont, tu vois, dans ces téléphones, qui remontent à, tu peux remonter hyper loin, mais j'ai des textos, tu vois, qui remontent à que j'ai ensuite sauvegardés, et qui sont des histoires que tu peux reparcourir de cette façon-là, quoi. Et donc on a créé un système au départ où simplement tu pouvais sauvegarder tes SMS, tu pouvais reparcourir, si tu veux, tes trucs, etc. Comme on est un peu dans la data, on s'est marré, on a commencé à faire des analyses où du coup tu pouvais regarder les mots que tu utilisais le plus avec d'autres personnes. Donc on faisait des ça y est déjà d'algorithmes, des trucs où on te montrait
on faisait ce qu'on appelle les TF-IDF, qui sont des systèmes où tu peux genre détecter les mots qui sont les plus singuliers d'une relation. Et c'est hyper marrant parce que dès que tu vois ça, en fait, c'est dingue parce que ça dit hyper long sur ton histoire, etc. Et donc, on a créé... Avec qui tu travaillais? Alors, je travaillais ça avec Mathieu, on était deux, on a créé ce truc à côté de nos tafs respectifs. Okay. Et puis, c'est un petit projet qu'on a fait, voilà, qui nous est marré. Et notre modèle économique au départ, c'était de dire, en fait, on va vendre une version imprimée de ces conversations. Voilà, donc on va imprimer ces SMS de la même façon que tu as un album photo. T'as raison, pour les photos, on pense que tu peux avoir un album sur les textos. Alors c'est compliqué texto parce que c'est compliqué à extraire, t'as plein de trucs liés à mais bon voilà, donc on a développé, c'était disponible sur iOS et ensuite sur Android. Et puis on a lancé ce truc là qui a explosé le jour de la Saint-Valentin, mais alors un truc complètement dingue, on était sous. Et c'était dingue, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de demande ultra forte. Mais vous avez été hyper bien relayé au niveau des médias internationaux. On a été hyper bien relayé, articles sur TechCrunch, machin. Guardian et le Guardian, on a eu des trucs, puis après c'est parti au Brésil, on a eu des trucs. Enfin, c'était complètement dingue. Et c'était une espèce d'idée qui, sur le papier. Mais il y a un storytelling de fou. Ouais, bah en fait, il y avait un truc qui était, en fait, on était deux derrière ce truc, ça nous faisait marrer. Parfois, on se faisait insulter, t'avais des gens qui me disaient, mais c'est une idée à con et tout, vous êtes débiles et tout, comme ça. Et en même temps, on gagnait de la thune. Enfin, en même temps, t'avais ce truc-là qui était assez marrant, quoi. Et puis donc, enfin, on a collecté, tu vois, des tonnes de données, puis on a été contacté par plein de trucs, et après, on a eu des business angels qui nous ont contactés. J'ai le fondateur d'Allociné qui m'a contacté un jour. Ouais, c'était une histoire assez marrante. Je m'excuse encore auprès de Jean-David Blanc qui m'a contacté un jour où j'étais en méga rush parce que du coup évidemment je faisais tout le support client et t'imagines bien que le support client tu lui envoyais des trucs, la poste, les trucs arrivent pas, enfin bon, c'était une horreur logistique. J'allais en plus moi-même imprimer les trucs au départ, enfin c'était horrible, c'était vraiment un truc, une expérience vraiment atroce. Et parmi tous les mails etc, je reçois un mail de Jean-David qui me dit je suis intéressé et tout pour vous rencontrer etc. Et moi j'avais pas le temps, du coup je l'ai un peu bâché, je lui ai dit ah non vous êtes qui et tout machin etc. Il me répond je suis fondateur d'Allociné et bref. Et donc je me suis platement excusé etc. Il m'a parlé. Mais bon bref, et c'est pour dire que faire hyper gaffe. Chaque mail envoyé, l'importance du service. Mais voilà, et donc c'était une idée assez marrante. Moi j'ai appris des tonnes de trucs, tu vois, on a développé des trucs en Rails, après on a fait une base de données en Mongo, après on a développé des trucs en Python, enfin techniquement c'était trop marrant, on s'est bien marré. On a été retenu par le Y Combinator, donc on allait passer l'oral. Ouais, c'est comme ça que je suis allé découvrir le Y Combinator, c'était une expérience assez marrante parce que le truc boomait et qu'en gros on a été coaché par des mecs de YC, on a passé l'oral, on n'a pas eu l'oral, c'est qu'on a été retenu parmi les 300 startups qui vont pitcher à l'oral. On n'a pas passé le cap ensuite. Aussi très honnêtement parce que je pense que c'était un peu un side project et qu'en fait on n'y croyait pas non plus nous-mêmes. Mais il y a un truc assez marrant de, tu vois, commencer à construire un truc, voir que les gens commencent à payer, enfin t'as une espèce de goût de truc où je me suis dit putain ça c'est quand même vraiment marrant. Voilà, donc c'était assez marrant. Ouais. T'as envie de revenir un peu à l'entrepreneuriat? Ouais, complètement. Je pense que me connaissant, je pense que j'ai envie d'y revenir. C'est quoi les sujets qui te... Alors, moi, il y a des sujets qui me fascinent. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'invite tout le monde à regarder ce truc. C'est Tomorrow. Tomorrow, c'était créé par un copain qui est venu, quelqu'un vraiment proche, qui s'appelle Olivier Corradi, que j'ai embauché chez 55, qui est un des mecs les plus brillants que j'ai rencontré. Que j'ai réussi à tenir 2 mois chez 55. C'est vrai. Ouais. Qui est parti ensuite qui est devenu CTO d'une boîte qui s'appelle Snips, qui est une startup que tu connais. Ah bah ouais. Et qui est parti ensuite et qui a créé un truc qui s'appelle donc Tomorrow. Et Tomorrow, c'est donc ils travaillent dans la question du changement climatique et ils veulent quantifier l'impact carbone de nos choix sur un tas de sujets. Donc ils ont créé un truc qui a été super relayé et qui est absolument génial, qui s'appelle electricitymap.org. Donc j'invite tout le monde à aller voir electricitymap.org et qui est tout simplement la première base de données qui vous montre en temps réel les émissions carbone liées au mix électrique des différents pays. Donc, vous avez une carte mondiale de tous les pays dans le monde et vous pouvez cliquer sur un pays. Donc déjà ça vous affiche l'intensité carbone donc, qui est émise en termes de grammes de CO2 émis par kilowattheure produit. Donc par exemple la Norvège émet en gros 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'Allemagne, pour donner une idée, environ 400, donc 10 fois plus. Et tu peux cliquer sur un pays, voir en temps réel d'où vient l'électricité. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a les centrales à charbon qui marchent? Est-ce qu'il y a de l'hydro? Est-ce qu'il y a du nucléaire, etc. Donc c'est complètement dingue. Et donc ils collectent ça minute par minute. Donc ils ont une base de données qui remonte à, tu vois, et
Projet donc complètement open source, donc en plus qui du coup t'as plein de gens qui s'y mettent, qui du coup ajoutent donc tu peux ajouter des pays. Là on vient d'ajouter l'Australie, sont ajoutés les États-Unis. T'as des histoires incroyables parce que la Hollande sur Twitter a vu le truc et tu as le ministère de l'écologie de la Hollande qui a commencé par ouvrir ses données. Enfin tu vois, c'est un projet qui est absolument fascinant et qui ensuite peut se développer sur plein d'angles. Donc ils sont en train de se développer sur, il y a plein de sujets qui sont absolument fascinants sur la prédiction de l'émission carbone. Donc tu peux dire en fait dès que tu commences à faire du développement durable, des énergies renouvelables, tu commences à avoir une densité carbone qui varie. Donc, tu prends le cas du Danemark, qui a investi un parc d'éolien important. Oui. 80% le potentiel à certains moments, 80% de l'électricité du Danemark dépend de l'éolien. Mais dès qu'il n'y a pas d'éolien, dès qu'il n'y a pas de vent, ils importent, soit ils font marcher leur centrale à charbon, soit ils importent des extraits d'Allemagne. Ce fait que l'intensité carbone, augmente vachement, quoi. Et donc, du coup, tu vois, tu peux, en fonction de la météo, en fonction de plein de trucs, etc., te dire que je peux prédire à 48 heures l'intensité carbone pour ensuite anticiper la consommation électrique. Et donc par exemple un exemple qu'ils font, c'est qu'ils s'intègrent à des bagnoles de recharge électrique et donc ils se disent smart, trigger du truc en disant en fait il faut que tu fasses là pour minimiser ton impact carbone. C'est génial. Ils font ça, ils font plein de trucs et c'est absolument fascinant et je trouve qu'ils sont où ils trouvent les bases de données là. Alors en fait c'est pareil, c'est un secteur qui est absolument fascinant, l'électricité, parce qu'en fait c'est alors il faut savoir qu'en Union européenne on a un système qui s'appelle ENTSO-E qui est un système d'interconnexion et d'échange d'informations des systèmes électriques dans le monde, en Europe. Donc l'Europe c'est le système électrique le plus interconnecté, enfin le plus grand interconnecté au monde. Et donc du coup tu as besoin d'un échange d'informations quasi temps réel, et donc les données sont en fait ouvertes et tu peux y accéder. Et ensuite tous les autres producteurs d'électricité, ils sont sur un marché où tu dois vendre ton électricité. Et donc en fait, tu vois, cette information elle doit être disponible, quoi. Et donc en fait elle existe dans des formats qui sont extrêmement variés, et donc ce que fait Tomorrow, c'est que justement ils arrivent à créer des parseurs qui du coup va analyser ces données en temps réel, etc., quoi. Mais enfin c'est un projet génial. Il y a ça qui m'intéresse vachement. Bref, on peut parler. Et sur Tomorrow ils font c'est quoi, c'est non-profit, c'est for profit. Donc ils ont ce premier truc, donc du coup Electricity Map qui est en vitrine, et puis après ils vendent l'accès aux données. D'accord. Donc tu peux, si t'es un cabinet de conseil, si t'es un État, machin, etc., tu peux et c'est la plus grande base. Il n'y a pas d'autres bases de données. Enfin, c'est quand même dingue. Hein, quand on parle de changement climatique, 20% des émissions sont quand même faites par ils se réunissent tous les ans, mais c'est la seule base a été développée par des personnes en indépendant. Ouais, tu vois, c'est un truc de façon aussi avec une API, avec un truc, etc., qui est propre, etc. Ouais, c'est la première base. Et ils sont cités. Genre, c'est dingue. Ils ont été. Enfin, chaque fois que t'as un truc, vraiment légit dans des en termes de recherche, etc., machin, t'as Tomorrow en termes de base de données, quoi. Donc ils sont hyper balèzes. Ils font ça et ils se diversifient sur plein d'autres segments. Je pense qu'il y a ça, que c'est un sujet hyper intéressant. Je pense que t'as plein de trucs sur la médecine. Tu vois, le healthcare, on en parlait. Je pense que c'est une espèce de boulevard où tu vas avoir plein de choses qui sont. Donc tu vois, je suis invité à un congrès de transplantation pulmonaire en septembre parce que t'as des médecins qui du coup commencent à agréger des données sur l'impact, tu vois, sur les résultats de greffons. Et en fait, c'est des données qui sont pas du tout mutualisées aujourd'hui. Enfin, c'est dingue. En fait, si tu réfléchis, un chirurgien aujourd'hui, en fait, il collecte ces données en tapant sur les documents Word un truc. Et tu vois, il y a pas de base de données. C'est assez peu développé. Et tu te dis que pourtant, tu vois, le diagnostic que tu as fait sur un patient avec certaines caractéristiques peut inspirer le diagnostic que tu vas faire sur un autre. Enfin, tu vois, ça te paraît le BMA, quoi. Et c'est très peu fait aujourd'hui pour N raisons, mais Et t'interviens en tant que représentant d'Airbnb avec ta connaissance et ton expérience? Pour l'instant, on fait juste venir en mode genre, les gars, vous faites quoi? Ouais. À quel point vous avez structuré, et à quel point c'est utile. À combien c'est utile et à quel point est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce que vous faites pour le développement de bases de données, quoi. Enfin, Tu es sur le créneau le plus essentiel, en fait, à tous les niveaux, tous les secteurs. Je pense qu'il y a je sais pas si c'est tous les secteurs, mais je pense qu'il y a des secteurs qui vont vraiment bouger de façon fondamentale, quoi. Le healthcare, c'est un truc, ça va vraiment bouger, quoi. C'est que tu vas une façon de faire la médecine demain qui, à mon avis, sera vraiment complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et c'est assez intéressant de voir. Moi, je pense qu'il y a un côté très transposé. C'est-à-dire que, tu vois, ce qu'on fait chez Airbnb, en fait, peut vraiment transposer à n'importe quelle industrie, quoi. Et c'est ça qui me fascine dans ce métier-là. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois, t'as un espèce de truc qui, tu vois, touche. Mais après, t'as le côté, parce que je me disais Airbnb, tout n'est pas rose. Vous êtes attaqué en permanence, à longueur de temps. Évidemment. Ouais. Ça fait bouger les lignes, pardon. Et ça peut être exactement la même logique. Tu vois, dans la médecine, vous n'êtes pas légitime, arrêtez. Complètement. Complètement.
Non, mais il faut le faire. Enfin, tu vois, il faut le faire avec des médecins. Et puis il faut être très humble, parce que je pense qu'en fait, on sait pas grand chose, tu vois. Mais en fait, est-ce qu'une approche analytique peut aider un médecin? Et je pense que tu vois, c'est un peu cette espèce d'idée de bras mécaniques. Tu sais, il y a cette métaphore, c'est que j'adore. Tu sais, le condor et le vélo. Tu sais que je la connaissais celle-là. Tu la connaissais celle-là? Ouais, je la connaissais. Ouais, je trouve qu'elle est hyper juste, quoi. Peut-être pour les auditeurs. Ouais, en fait, très simplement, l'idée, c'est qu'en gros, tu as, si tu fais un ranking, donc si tu classes en fait les espèces vivantes en termes d'énergie qu'ils dépensent pour aller d'un point A à un point B, l'humain arrive en très mauvaise place. Et le premier, c'est le condor. Et puis, lorsque tu fais la même chose avec un humain qui est à vélo, et ben l'humain, tu vois, dépasse le condor. Et c'est un peu l'idée de dire qu'on crée des outils, et qu'on essaie et c'est un peu ce truc-là, tu vois, la donnée comme plein de choses, comme la technologie, tu vois, c'est un peu une espèce de bicyclette pour augmenter, tu vois, le capacité de diagnostic d'un médecin ou de n'importe qui, tu vois. Et de la même façon qu'aujourd'hui, un product manager ou un ingénieur, il est beaucoup plus productif avec tu vois, avec des données que sans, quoi. Donc c'est un peu important, quoi. Question décalée. Est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle, étrange ou absurde dont on te parle, t'en as pas conscience ou t'en as conscience et tu dis bon. Tu parles vite. Je parle très vite. Je me souviens je faisais mon pot de départ de San Francisco, il y a une collègue qui m'a dit un jour, elle m'a avoué, elle m'a dit tu parlais tellement vite un jour en réunion et tout et puis avec ton tel accent français que je me suis tourné vers les indiennes. Et sur même sa collègue chilienne, elle lui a demandé mais il parle en français là ou il parle en tu vois, genre ouais, je parle ultra vite et on me l'a toujours dit et ouais, ça je pense que bon, ça changera pas. Mais ça changera pas. Est-ce qu'il parle en français ou en anglais? Est-ce qu'il parle en français ou en anglais? C'est emmerdant quand même. Hein. Tu emmerdes de communication et te concentrer sur ta voix, pas sur ce que tu disais, quoi. Exactement. Et donc je pense que un truc qu'on me dit tout le temps et que je fais, mais c'est un peu un hommage à ce que tu fais, c'est que en fait j'écoute des tonnes de podcasts par jour. Je crois que j'en écoute entre 3 et 4 en fait par jour. Parce qu'en fait j'en écoute le matin en allant au taf, j'en écoute tu vois entre midi et 2, j'en écoute le soir, j'écoute absolument tout le temps et après tu sais j'ai des podcasts qui sont plus ou moins longs. Donc ça c'est un truc que j'adore et je veux des noms. Tu veux des noms? Alors mes favoris de cœur. Là j'écoute un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps de Econ Talk de Stanford et du Hoover Institute. Donc c'est des podcasts plus d'économie, donc j'aime bien Econ Talk qui est top. Là il y a une interview en ce moment de Michael Pollan sur les psychédéliques. Donc en fait il y a un journaliste du New York Times qui raconte qui fait des gros trips sous LSD et qui prend en fait mais qui raconte l'impact que ça a sur la médecine, tu vois, dont on parlait, l'évolution. C'est absolument fascinant, c'est un secteur que je trouve absolument génial. Econ Talk est génial, Freakonomics. Freakonomics, on a eu la chance d'avoir un reporter de Freakonomics chez Airbnb et potentiellement il va y avoir un Freakonomics qui va sortir un de ces quatre. Que j'adore, les gros, tu vois, Radiolab, tous ces trucs-là, etc. En podcast français, tu vois, j'aime bien, j'adore l'Esprit public de Philippe Meyer, qui était un ancien de France Culture et qui s'est passé sur d'autres trucs. J'aime bien Nouvelle École, j'aime bien Transfert, tu vois, les podcasts un peu connus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sujets que tu explores? Il y a sur le changement climatique, il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Nori, d'une boîte qui fait ce qu'on appelle du reverse climate change, quoi. En gros, c'est du carbon trapping. Donc l'idée c'est que tu chopes du carbone de l'atmosphère et tu le transformes. Donc ils essaient de créer une marketplace et donc ils interviewent pas mal d'intervenants sur ces sujets-là. Ça m'a été recommandé par Gustav Alstromer qui est un mec avec qui bossait chez Airbnb, qui est devenu partenaire à YC, un des plus jeunes partenaires à YC, qui du coup a lancé chez YC le Request for Startup pour Carbon Removal. Ouais, c'est lui qui l'a lancé. Donc il m'a recommandé plein de podcasts et de trucs sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a d'autres trucs, le Planet Money que j'aime bien. Il y en a un que j'adore aussi qui est Double Intelligence Square Debate. C'est le débat Oxford Style. Donc l'idée c'est en gros t'as une motion et une motion. Donc tu vois par exemple c'était des trucs genre
pour ou contre le basic income, ou genre est-ce que les US devaient intervenir en Afghanistan, pour ou contre, en fait, des trucs, tu vois. Ouais, tous les sujets possibles. Tous les sujets possibles. 2 intervenants genre ultra calés, donc vraiment des méga pointures, et qui débattent, et c'est 2 contre 2. Et le gagnant, c'est celui, en fait, t'as un vote du public au départ sur la motion et à la fin. Et du coup, c'est le delta entre le vote de la fin du public et le départ, qui du coup, tu vois le gagnant. Et les débats sont absolument géniaux. J'ai appris tellement de trucs sur tu vois, healthcare aux US, c'est un truc qui m'a vachement intéressé. Qu'est-ce qu'il y a bien d'autre? Voilà, ça fait beaucoup, là. Ouais, beaucoup. Matin, midi et soir. Ouais, matin, midi et soir. Vraiment, j'en bouffe. J'adore ça. Je sais pas pourquoi c'est un médium. Peut-être ça va me lâcher. Avant, je faisais beaucoup d'écrits, tu vois, j'adorais Pocket et tout, mais je sais pas pourquoi je lis moins. Et tu fais ça de lecture, et puis il y a mes mains, je sais pas pourquoi je fais les podcasts, quoi. Je suis boulimique de podcasts. Ok, hyper intéressant. Et tu fais ça en faisant d'autres choses ou t'es concentré sur ton podcast? Ouais, généralement j'essaie d'être concentré sur mon podcast, en venant, tu vois, ici, tu vois, j'ai une demi-heure de métro, je vais avoir une autre tag, donc je fais un podcast d'1 heure, sur mon vélo, sur, ouais. Je fais pas, tu vois, tu peux pas bosser, machin, je pense qu'il faut que tu aies un peu de vie, mais du coup, ça te permet quand même de faire d'autres trucs, tu vois, ou des tâches, voilà. Le retour sur Paris, est-ce que tu trouves que ça a changé ou pas? Je trouve que c'est dingue même, ce que ça a changé. Ouais. À quel niveau, sur quoi? Je pense qu'en termes d'écosystème, t'as quand même un espèce de boom qui se fait. Alors après, je pense que j'ai un espèce de biais parce que déjà j'ai vu plein de gens de San Francisco qui sont partis, tu vois, soit en même temps que moi, soit qui reviennent. Donc il y a beaucoup d'échanges, tu vois, ça part, mais aussi ça vient, quoi. Donc t'as beaucoup de talents qui reviennent. Je pense que je le sens plus aussi parce que, tu vois, je vois juste un peu d'un regard extérieur aussi un peu la scène, tu vois, aventure capitaliste européenne maintenant. T'as quand même, enfin, il y avait un super papier là de Jean J2R, Jean Larroche de Kim Aventure sur le state de venture capitaliste entre les US et l'Europe. Et c'est vrai que quand tu regardes les gros chiffres quand même, là les récentes IPO, tu vois, Spotify 30 milliards, enfin t'as quand même des trucs où tu sens que c'est en train de, tu sens que ça bouge, quoi. Je pense qu'on est quand même encore des nains sur plein de choses, mais putain, j'ai l'impression autour de moi tout le monde crée des boîtes, t'as des trucs assez dingues, quoi, et t'es dans un, et je pense que, alors ouais, t'es dans un marché dans lequel t'es très loin de San Francisco, les salaires sont quand même pas du tout au même niveau, t'as pas du tout le même, mais ça tire, quoi. Tu sens que t'as quand même quelque chose qui se passe, une envie, un truc. Qu'est-ce que t'aimais à San Francisco, et enfin qu'est-ce que tu ne regrettes absolument pas, justement? C'est juste endroit, c'est un aimant. En fait, c'est dingue à quel point ce truc, c'est un aimant à talent, à gens ambitieux. Il y a un autre article de Paul Graham qui m'a vachement inspiré, c'était Citizen Ambition, qui était un article où il parle du fait que tu as des villes qui tu sais, il fait le parallèle avec avec la Renaissance, parce qu'il a une espèce de double profil, tu sais, il y a d'histoire de l'art et il prend l'exemple de Florence versus Milan, pourtant 2 villes de taille égale, et pourtant c'est Florence qui la Renaissance. Et donc il parle de style d'écosystème, quoi. Et donc là, et c'est vrai que la Silicon Valley, c'est pour ça que c'est aussi magique, c'est que c'est une espèce d'endroit de concentration de talents, de ressources, d'idées, etc. D'ambition de dingue. En fait, tu rencontres des gens qui ont toutes des histoires complètement dingues. Et alors ça crée aussi une culture. Enfin, je pense qu'il faut pas qu'on rougisse parce que tu vois, ça crée une culture aussi qui est c'est assez violent, c'est hyper inégalitaire, c'est très homogène, de compétition hyper violente, etc. Mais tu vois, un autre truc que j'ai adoré là-bas, c'est ultra méritocratique, quoi. C'est-à-dire que tu bosses, ça marche, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et t'as la dalle, et t'as envie de faire des trucs, etc. Tu grimpes ouais, ça c'est quand même fort, quoi. Mais je trouve que c'est quand même un truc qu'ils ont qu'on a moins, quoi. Est-ce que tu regrettes pas du tout? Tu étais dans San Francisco? Ouais, on était dans San Francisco. Ce que je regrette pas du tout en étant, je regrette pas du tout là-bas. Je pense que je regrette pas de bosser effectivement. T'as raison, tu vois, en dehors de la ville. Ah, c'était où? Vous étiez à Mountain View? Non, justement, nous en fait on était dans San Francisco, donc on a la chance de vivre et de bosser, tu vois, dans San Francisco, donc ça c'était quand même cool. Et donc c'était quand même un luxe. Et puis surtout, tu vois, je regrette pas juste les gens que j'ai rencontrés, les amitiés que tu fais, etc. Même si s'expatrier, c'est un truc, surtout aussi loin, tu vois, pour tes raisons personnelles, pour ta famille, pour tu vois, ton couple, etc. Enfin, c'est très dur, quoi. C'est quand même un truc dans lequel tu prends quand même dans la gueule quand même beaucoup de choses. Et c'est pas anodin, quoi, de partir. C'est un truc. Enfin voilà. Après, je pense qu'il y a plein de gens pour lesquels ça se passe très bien. Je trouve que c'est quand même dur, quoi. Après la situation personnelle faisait que c'était effectivement c'était toi qui du coup
Porter le déplacement, ouais. Complètement. Et ça souvent c'est très dur. Et tu le vois, et c'est un peu un truc que tu vois très souvent là-bas, c'est que t'as un peu un système dans lequel c'est souvent le mec, tu vois, qui trouve un job. C'est toujours très compliqué, tu vois. Alors soit t'as les deux. Moi j'ai des potes pour lesquels ça marche très bien. C'est t'as les deux qui sont dans la tech et ça marche très bien. Exactement. Après c'est la tech. C'est la tech, quoi. Et t'as que ça, quoi. Et t'as un peu cette espèce de monoculture tech qui est cool parce que quand t'es dans le truc c'est hyper sympa, mais dès que t'es pas dans le truc c'est dur, tu te sens vraiment rejeté, ouais. Los Angeles c'est plus ouvert là-dessus. Complètement. Los Angeles c'est vachement plus arty, beaucoup plus. Je pense que t'as des loyers moins chers, qui fait que du coup t'as des artistes qui peuvent se faire, mais c'est parce que ça devient tellement cher et tellement dingue en termes de que tu peux plus vraiment te loger si t'es pas des salaires de dingue, quoi. Donc c'est compliqué. Ouais. Ouais. Airbnb a une aura de ouf. Hein. Ouais, Airbnb a une aura de ouf. Ouais, t'as une marque assez hyper forte, quoi. Ouais. Presque trop d'ailleurs parfois. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est une marque qui est hyper forte et mais qui concrétise, qui fait. Enfin, tu vois, en découvrant là sur la data. Ouais. C'est pas juste des articles Medium, tu vois. Ouais, complètement. Parce qu'il y en a beaucoup. Où c'est un peu washi quoi. Là, c'est au contraire. C'est vraiment, je reviens sur cette impression forte que ça m'a donné de. Vous construisez, quoi. Vous construisez vraiment le mindset data, la démocratisation de la data, l'accès à la data au plus grand nombre. Complètement. Je trouve ça. Ouais, ça c'est cool sur la partie. Et puis je pense que c'est aussi ce que tu décris sur cette marque, c'est aussi un peu la marque employeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le truc dans lequel si t'as envie d'attirer les meilleurs profils data. Et souvent, on est un peu dans cette concurrence-là, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un truc dans lequel, ok, en fait, c'est quoi et bon, et après, je t'avoue que c'est vrai que t'as des boîtes, enfin Netflix, ils sont ultra balèzes. Mais Netflix, Après, les valeurs de l'entreprise. Ouais, c'est nos cultures. Non, mais voilà, et c'est nos cultures, c'est un autre truc, etc. Mais je pense que tu l'as aussi choisi par rapport à ce que fait. Tu vois, ce qu'on fait. Ça, c'est aussi hyper important parce que c'est ce qui fait que du coup, tu peux attirer des talents, parce que tu développes une culture d'innovation, et c'est, donc c'est important, quoi. Et la communauté, ces notions de communauté, de construction intelligente dans l'environnement. Complètement. Tu vois, le sustainable growth dont tu parlais, où il y a une vraie volonté, ça. Dis-moi, hein, mais il y a eu cette phase d'hypercroissance d'Airbnb et à un moment donné, on a pris plein la gueule en disant sharing economy, on prend toujours plein la gueule. Mais bien sûr, mais raison. Mais il y a ce côté où effectivement, je sens qu'il y a davantage. C'est peut-être la maturité de la boîte aussi qui fait ça. Davantage de volonté de s'ancrer vraiment. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que c'est exactement la vision de Brian. Je pense qu'en gros, donc le fondateur et CEO d'Airbnb, qui parle de 21st century company, quoi, qui dit on a grossi, on est allé hyper loin, etc. Mais mais il faut qu'on prenne d'autres stakeholders, donc tu vois, d'autres trucs, il faut qu'on parle avec les villes, il faut qu'on essaie de s'inscrire, etc. Et je pense que c'est dur parce que tu vois, c'est un truc nouveau. Airbnb, c'est quand même très récent, tu vois, ça a 10 ans. Il y a clairement, tu vois, moi, je suis le premier à dire qu'il faut réguler, quoi. Je suis le premier à dire qu'il faut qu'on régule ce truc-là, c'est nouveau, tout comme il faut qu'on régule, tu vois, plein d'industries, quoi. Mais il faut le faire de façon intelligente, tu vois. San Francisco, moi, je pouvais pas louer ma chambre sur Airbnb, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, tu peux pas parce que ça devient complètement taré. C'est-à-dire que tu commences par tu payes 500 balles, tu vois, juste à la mairie, machin, tu dois te créer tes trucs, tu dois être un professionnel, et en fait, si tu veux, ça a complètement tuer le truc qui je trouve beau dans Airbnb, qui est le fait que la grande majorité quand même des gens d'Airbnb, en fait c'est des gens qui louent nuit médiane Airbnb, c'est 30 jours par an, donc c'est pas tu vois, c'est pas la caricature que tu peux en faire, tu vois, dans les médias. Écoute, moi ce qui revenait systématiquement, c'était 80% des locations sont faites par des professionnels. Je sais pas pourquoi j'ai chez Airbnb. Ouais. Non, c'est faux. Non, c'est complètement faux. Non, mais c'est marrant parce que c'est complètement faux. Mais tu peux pas en plus pour le coup. Oui. Pour le coup, les stages des c'est pour ça. Non, c'est complètement faux. Tu vois, après on peut dire n'importe quoi, mais tu vois, c'est une. En fait, si tu veux, un bon travail de SAP. Non, mais tu vois, et je pense qu'il y a des intérêts, tu vois, super divergents, etc. Mais après, les professionnels, on n'est pas, tu vois, on est en train de s'ouvrir aux hôtels, on est en train de s'ouvrir, tu vois, à des property managers. C'est pas, il y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que ça se fasse pas de façon illégale par rapport aux règles de la ville. Et je pense que quand on est dans des marchés qui sont contraints par l'offre comme Paris, où les loyers augmentent, où c'est compliqué de se loger, etc. Oui, je comprends que la ville, tu vois, prenne des décisions. Et d'ailleurs, on était la première plateforme à instaurer un truc qui s'appelle le capping à 120 jours, dans lequel en fait on bloque ton calendrier après 120 jours, qui est la limite légale qui est imposée par à l'échelon de la ville, par Paris. Et ça, on l'a fait, tu vois, de façon avant tout le monde, en se disant bah ouais, on va le faire parce que c'est important, quoi. Et d'où ton projet après de jumeaux. Putain, ouais.
Tu connais du jumeau, incroyable. Bah non, mais écoute. Non, mais c'est dingue. Du coup, je suis assez admiratif de ton... Et jumeau qui permet justement d'éviter les petits malins. D'éviter la fraude. Voilà. Qui tourne toujours. Qui tourne plus que jour, parce que c'est un truc qui est utilisé maintenant dans les négociations avec les villes. C'est-à-dire que quand on est avec les villes, on dit, tu vois, on a ça, on détecte la fraude, on essaie ouais, bien sûr, ça fait partie du package. Ouais, complètement. C'est assez fou que la ville de naissance d'Airbnb soit la première à refuser le service. Ouais, mais la ville de naissance, alors c'est assez intéressant ce que tu dis, mais la ville de naissance d'Airbnb aussi parce que c'était une ville qui était très chère, très contrainte par l'offre, et dans laquelle en fait Airbnb a aussi bien marché parce que les loyers sont si élevés, si tu veux. Et donc tu as cette relation quand même constante entre la question du logement, qui est une question épineuse, qui est une question genre politique très très importante. Tu vois, se loger, c'est un truc. C'est un des premiers besoins dans la pyramide. Exactement, c'est le premier besoin dans la pyramide, quoi. Et donc du coup, pas se loger, c'est une question. Et donc tout ce qui, tu vois, peut contrevenir ou tout ce qui touche à ça, et de façon parfois complètement irrationnelle. Je veux dire, San Francisco, c'est plus petit en taille, au max, c'était plus petit que Lyon en termes de nombre de listings, quoi. Pour une ville qui, tu vois, c'est plus grand que Paris, tu vois, en termes en termes de listing et en termes de superficie, tu vois, donc c'est assez intéressant parce que, tu vois, on a fait des stats sur, tu vois, New York, on pèse 0,01% du stock des housing units. Donc de dire que Airbnb implique l'impact des prix, c'est une hérésie, quoi. Et pourtant, là, je te le dis, c'est mal communiqué du coup. Non, bien sûr. Mais nous, on a une équipe. Mais je pense qu'après, qui doit éteindre les feux en permanence. Ouais, et puis en fait, maintenant des feux t'en as plein, et puis on est devenu une espèce de marque qui attire tous les trucs, etc. Et pendant ce temps-là, tu parles pas booking.com et tu parles pas de HomeAway qui sont en train de se développer, tu vois, à fond. Donc, mais tu sais que c'est fascinant parce que je regardais quand j'ai fait ma recherche, j'ai tapé dans Google Airbnb data. Ouais. Il y a 28 millions de résultats. Ah oui, ouais. 28 millions de résultats et il y a tout type. Alors après, tu as le InsideAirbnb.com, RDNA, Airbnb Citizen, et alors après, il y a de tout. Il y a on bâche Airbnb, on exploite la donnée pour faire un mapping des villes, etc. Complètement. C'est une marque, une entreprise qui attire tout, quoi. Ouais, qui attire, je pense mais beaucoup de questions aussi, tu vois. Moi, je pense que t'as raison sur ce que tu dis sur les villes, et je pense qu'il faut qu'on ait une relation intelligente. Et il y a des villes avec qui ça se passe très bien. Tu vois, Chicago, on a fait main dans la main, on a créé un système. Tu fais registration, c'est-à-dire qu'en fait, on leur a développé la plateforme. Donc, du coup, ils ont pas eu à faire, etc. Tu cliques sur un bouton, boum, tu t'enregistres auprès de la ville de Chicago, qui donne un go. Et je trouve que c'est un peu la manière intelligente de le faire, quoi. Et mais ça va dans le sens de la plateforme Airbnb. Je vois demain, t'appuies sur un bouton, t'as tout qui est fait, quoi. T'as tout qui est fait, et puis tu peux te dire que tu vois, tu peux déclarer, tu vois, ça aux impôts, tu peux genre, exactement, tu vois, tu peux t'intégrer dans plein de systèmes qui peuvent, voilà, je pense qu'on n'y est pas encore, et je pense qu'il y a encore pas mal d'idéologies, tu vois, dans le luxe. Tu parlais du luxe, c'est quelque chose que vous développez. Ouais, ça consiste en quoi? Très simplement, c'est un autre segment, si tu veux, qui était pas, qu'on couvrait pas, tu vois, jusque-là, qui est un segment, qui est un marché hyper important. Très simplement, ce sont des propriétés. C'est au-delà simplement, si tu veux. En fait, maintenant, tu as différents échelons de tiering, tu vois, sur la plateforme. Donc, tu peux être un hôte, tu peux être un super hôte, parce que tu fais partie d'un truc qui s'appelle Select. Donc, Select, c'est non seulement tu as tout un tas d'amenities, etc. Mais en plus, on est venu chez toi et on a vérifié tous les amenities et on a fait en sorte de vetted, tu vois, de faire en sorte qu'on valide. Et donc, tu as un tampon validé par Airbnb. Et donc, ça développé très fort. Et après, le tout d'au-dessus, alors ce sont des listings qui sont plus chers, mais qui sont l'attente, si tu veux, et aussi elle est là parce que tu vois, par rapport à des guests qui, il y a beaucoup de guests, tu vois, qui vont pas sur Airbnb parce que tu vois, ils ont une variance si tu veux, d'expérience qui est assez importante. Et moi-même, oui, j'ai eu des expériences hyper variées. Tu vois, j'ai eu des trucs où je suis tombé dans des espèces de cage à lapin et des trucs, tu vois, et j'ai loué un palais, je me souviens, à Lisbonne, un palais complètement dingue, un truc. Donc tu vois, t'as des variances d'expression. Et donc ça c'est pour. Et après t'as Beyond. Et donc Beyond, c'est donc la partie luxe d'Airbnb qu'on est en train de lancer. Et donc là c'est non seulement, si tu veux, des logements qui sont absolument exceptionnels, mais t'as un tas de services autour de ça qui sont petits soins pour une clientèle effectivement qui est luxe, quoi. Voilà. Okay. Ouais. Top, merci encore Martin. Bah non, merci de me voir, c'était hyper cool. C'est tout pour la French Touch. Encore merci à Martin pour son temps et pour son retour d'expérience. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande vivement d'écouter la première partie de l'interview, dans laquelle on parle de l'importance de la data chez Airbnb, du rôle de modèle qu'a l'entreprise dans la Silicon Valley, et on parle également d'open source et de toutes les initiatives qui sont liées à l'éducation autour de la data.
Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez également m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, @lafrenchtouchfm. Retrouvez tous les liens évoqués par Martin dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.